On vient à peine de commencer 2025 et vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de la semaine dernière, les prédictions volent dans tous les sens. Disons-le, pour le moment, la star de ce bullrun, c'est Bitcoin. Ethereum est super à la traîne et il commence à se faire sacrément désirer. Pour pas mal d'analystes, ce début d'année pourrait marquer le réveil du géant. Qu'on soit bien clair, la deuxième crypto-monnaie du marché va avoir 10 ans cette année, et je vous assure que ça commence à bouillonner de ce côté-là. Vous vous demandez où on en est sur le marché, ce que préparent les développeurs, ou même si Ethereum a toujours ce qu'il faut pour rivaliser avec ses concurrents? Entre les prochaines mises à jour du protocole, l'explosion des Layer 2 et un marché qui fourmille d'opportunités, c'est plus que jamais temps de faire un point sur la blockchain de Vitalik Buterin. Allez, installez-vous confortablement, on décolle ensemble pour explorer l'avenir d'Ethereum et ce qu'on devrait voir arriver en 2025. Je sais. Pas mal d'entre vous ont un portefeuille rempli d'altcoins et pas mal ont aussi probablement une grosse position sur Ethereum. Et faut le dire, on s'ennuie un peu, pas vrai? En fait, il suffit d'ouvrir un graphe. Le ratio ETH-BTC, ça fait 2 ans qu'il fait que descendre. Et globalement, on a une sous-performance assez importante du côté des alts. Ethereum est vraiment en train de ronfler. Il y a quand même quelques petits éléments graphiques qui laissent présager que tout ça serait potentiellement en train de se retourner. Les astres sont en train de s'aligner. Mais bon, l'analyse technique, c'est pas trop mon rayon, alors on va se concentrer plutôt sur le fondamental. D'après certains, c'est qu'une question de temps avant que la tendance ne commence à s'inverser pour la deuxième crypto-monnaie du marché. Galaxy Digital se risque même à donner ses prédictions avec un Ether qui devrait dépasser les 5500 $ cette année. Vanek, le célèbre gestionnaire de fonds, a une prédiction assez similaire d'ailleurs, puisqu'il prédit un ETH à 6000 $ en 2025. Un cadre réglementaire plus favorable à la DeFi et au stacking, une adoption plus large des Layer 2, un retour en force des volumes sur les NFT et sur les applications décentralisées, notamment dans le gaming par exemple. Bref, il devrait y avoir 2-3 trucs très sympas d'après eux. Le taux de stacking pourrait dépasser 50% en renforçant les pools de staking et incitant les développeurs à repenser la politique monétaire du réseau. Enfin, les Layer 2 pourraient surpasser les fameux Ethereum Killers en termes d'activité économique. En tout cas, on commence à observer une accélération de ce côté-là. L'année dernière, on a eu une mise à jour majeure du protocole avec le déploiement de l'EIP 4844. Elle est aussi appelée Proto Danksharding ou Denkun, et je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Pour rappel ou pour info, cette mise à jour intégrait les blobs, des petits paquets de data qui servent à réduire drastiquement les frais sur les Layer 2. On parle d'un facteur 10 à un facteur 100 pour certains, c'est plutôt énorme. Ça c'était l'année dernière, cette année il y a aussi du lourd qui nous attend. La mise à jour phare qui va arriver sur Ethereum, c'est Pectra. Elle fusionne 2 initiatives antérieures, Prague et Electra, avec pour objectif de transformer en profondeur le réseau et en améliorant son efficacité, sa scalabilité et son accessibilité. L'idée, c'est d'augmenter considérablement la capacité du réseau, réduisant ainsi les congestions et accélérant les délais de traitement. En clair, l'idée, c'est de rendre Ethereum plus rapide. Les frais de gaz élevés aussi, ça devrait être de l'histoire ancienne. De plus, la gestion des nœuds de validation sera simplifiée, facilitant la participation des validateurs et renforçant la sécurité globale du réseau. Il y a plusieurs EIP qui sont intégrés à cette mise à jour qui apporteront des améliorations significatives à Ethereum. Il y en a pour tous les goûts. Simplification des transactions, renforcement de la sécurité, optimisation du stockage des données, accélération des validations et facilitation de l'intégration des Layer 2 pour une meilleure scalabilité et des coûts réduits. Bref, ça bosse. On a même une EIP qui va modifier en profondeur la façon dont les nœuds du réseau vont se diviser. Avant, fallait 32 Ethers pour monter un nœud. Pas un de plus, pas un de moins. Après Pectra, la limite sera de 2048 Ethers, rendant le réseau beaucoup plus efficace. Un peu au détriment de la décentralisation d'après certains par contre. Oui, forcément, des nœuds plus gros, ça fait potentiellement moins de nœuds, et donc plus de pouvoir entre les mains de ceux qui possèdent beaucoup de tokens. Alors, il y a encore des interrogations, mais ça devrait quand même donner un sacré coup de boost niveau scalabilité. Pour vous et moi, les utilisateurs, Pectra, ça promet une expérience nettement améliorée grâce à des transactions plus rapides et moins coûteuses, rendant le réseau plus accessible globalement. Pour les développeurs maintenant, cette mise à jour, elle offrira un environnement plus performant et flexible pour la création de DApps, ouvrant la voie à davantage d'innovation. C'est une avancée stratégique pour Ethereum et qu'on se le dise, elle en a bien besoin. La concurrence est extrêmement rude pour savoir qui siégera aux côtés de Bitcoin dans le futur. Les Ethereum Killers, ils portent pas ce nom pour rien, et même si la blockchain de Vitalik Buterin dispose d'une avance considérable, faut pas se laisser dépasser. Cette update et toutes celles qui suivront, c'est vraiment pour renforcer la place de leader d'Ethereum et pour ne pas être à la traîne. Évidemment, j'ai pas détaillé les EIP. Déjà parce qu'il faudrait une vidéo de 2 heures, et ensuite, faut bien comprendre qu'Ethereum n'avance pas de façon monolithique. Faut plutôt voir ça comme une tonne de petites briques qui, mises les unes sur les autres, forment ce qui a l'ambition d'être le futur ordinateur mondial décentralisé. Ça, c'est pour les mises à jour, et forcément, ça va avoir un impact sur le reste du marché, ne serait-ce que pour les Layer 2. Le truc avec ces secondes couches, déjà, c'est qu'il y en a beaucoup, mais aussi qu'on va assister à une véritable guerre entre la scalabilité et les revenus générés.
Après Denkun, faut bien l'admettre, les fees ont certes drastiquement chuté sur les L2, mais du coup les revenus des validateurs aussi. Et va falloir résoudre ce petit problème, parce que mine de rien, l'activité sur ces L2 ne fait que croître. Avec Arbitrum, Optimism et Base en tête, ces solutions de seconde couche ont vraiment attiré beaucoup de gens ces derniers mois, et la tendance pourrait et devrait continuer. Alors certaines propositions commencent à émerger, notamment celle de partager les revenus entre la main chain et les L2, ou bien d'augmenter un peu les frais de base des blobs. Ça pourrait résoudre certains problèmes et du coup, à voir comment tout ça va se goupiller. En tout cas, Vitalik est très optimiste pour cet écosystème des Layer 2, et il a dit lui-même qu'il soutiendrait publiquement les plus décentralisés d'entre eux, quoi qu'il arrive. Et puis pourquoi pas avoir un regain d'intérêt pour la DeFi aussi, c'est pas improbable. On pourrait rentrer dans une sorte d'ère des dividendes où les plateformes de DeFi devraient distribuer plus d'1 milliard de dollars aux utilisateurs et détenteurs de tokens via des fonds de trésorerie et des mécanismes de partage des revenus. Ça, c'est la narrative du fee switch, où le fait de hodl un token en particulier va permettre aux détenteurs de toucher un revenu issu de l'activité sur la plateforme. Plusieurs projets ont déjà annoncé leurs intentions d'aller en ce sens, genre AAV, Ethena et même Uniswap. En parallèle, la gouvernance on-chain devrait connaître un regain d'intérêt avec une hausse prévue de 20% du nombre d'électeurs actifs et des expérimentations de modèles de gouvernance futarchiques. Hein? Futar quoi? Bah en gros, c'est des votes de gouvernance démocratique qui utilisent le marché prédictif pour prendre les meilleures décisions. Dit autrement, c'est une amélioration de la gouvernance. Forcément, on peut pas évoquer Ethereum sans parler des ETF spot. L'été dernier, on a enfin vu l'approbation de ces produits financiers pour Ethereum aux États-Unis. Ça a marqué un sacré tournant parce que ça y est, pour la première fois, un altcoin pouvait rentrer dans les lignes des portefeuilles institutionnels. Bon alors, faut voir que le lancement il a été un peu en demi-teinte au niveau de cet ETF. Les inflows, ils ont pas mal peiné au début et pendant plusieurs mois à vrai dire. On avait plus de sorties que d'entrées. Mais cette tendance s'est inversée en décembre et on a vu de gros inflows de plusieurs centaines de millions. C'est plutôt encourageant. Là, on peut se dire naturellement que c'est la grosse finance qui spécule sur un run d'Ether assez éminent qui pourrait intervenir dans le courant de l'année. Et forcément, ça pourrait faire bouger le cours à la hausse. Maintenant, il faut voir deux choses importantes aussi. C'est qu'il y a quelques points noirs avec ces ETF. En fait, ils n'autorisent pas le stacking. Donc un gros poisson qui achète de l'Ether sur ses produits financiers, il se prive d'une partie des revenus. Et non seulement ça, mais en prime, il paie des frais de conservation. Mis bout à bout, ça en fait un ETF pas si intéressant que ça, mine de rien. Et le truc, c'est qu'on se retrouve un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, on a un ETF qui pose problème s'il n'autorise pas le stacking, car pas très intéressant niveau revenu. Et de l'autre, on a un ETF qui pose problème aussi s'il l'autorise, car ça pourrait potentiellement nuire à la décentralisation du protocole. Bah ouais, surtout qu'avec la mise à jour dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez de celle qui augmente la taille des nœuds à 2048 Ethers? Il se passe quoi si BlackRock possède une tonne de nœuds avec 2048 Ethers? On n'est pas sur de la proof of work là, comme sur Bitcoin. Concernant la proof of stake, une concentration du stacking, ça pose quand même pas mal de questions. Bon après, faut aussi voir que tant qu'il n'existe pas d'autres ETF sur d'autres altcoins, ceux sur ETH serviront un peu d'index pour l'écosystème crypto dans sa globalité. Ethereum, c'est la mère des altcoins et c'est aussi leur baromètre quelque part. Faute de mieux, un institutionnel qui voudrait s'exposer sur les alts le fera par le biais de l'ETF Ether. C'est plus que probable en tout cas. Ça fait qu'en 2025, on pourrait voir un grand regain d'intérêt pour ce produit financier en particulier, surtout si les spéculations autour d'une alt season s'intensifient. Bon, et puis il y a toute une incertitude sur le statut d'Ethereum aux États-Unis aussi. On a la nouvelle administration Trump qui va arriver, et comme je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est assez peu probable qu'on soit leur priorité. Par contre, si l'environnement réglementaire américain devient plus clair concernant l'écosystème crypto, ça pourrait grandement profiter à Ethereum et à l'ensemble du marché des alts. Parce que c'est l'un des principaux freins à vrai dire. Pour le moment, ça a l'air d'aller dans la bonne direction, en témoigne la nomination de 2 figures pro-crypto à des postes clés de la nouvelle administration. Enfin bref, en 2025, Ethereum pourrait connaître une période décisive marquée par les avancées majeures qui ont été faites ces derniers mois. Que ce soit les progrès en termes de scalabilité et d'accessibilité, l'intérêt croissant des grandes entreprises traditionnelles et tout ce qui est en train de se profiler au niveau macro, tout ça pourrait vraiment déclencher le feu d'artifice tant attendu pour la deuxième crypto-monnaie du marché. 2025 s'annonce comme une année de consolidation et de progression pour l'invention de Vitalik Buterin. Il va falloir suivre tout ça de près car on entre véritablement dans une nouvelle ère. Avec l'essor de la demande pour l'espace blob et l'adoption croissante des mécanismes de partage des revenus, la durabilité et la pérennité économique d'Ethereum devraient grandement s'améliorer. Sa capacité à attirer des acteurs clés du secteur crypto confirmera son rôle central dans l'écosystème. Ça devrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour l'innovation et l'adoption du Web3, notamment avec toutes ces histoires d'account abstraction.
La concurrence a beaucoup testé et a tenté de faire vaciller la reine des altcoins. Mais il faut l'admettre, sa capacité à évoluer et à innover reste sans égale. La majorité de ce qui se passe en termes d'usage reste encore majoritairement sur Ethereum, et la tendance ne semble pas spécialement s'inverser. Ils ont une avance monstrueuse sur les autres, et faut le dire, ils font tout pour la garder. En tout cas, on va voir où tout ça va nous mener en 2025, mais ça risque d'être très intéressant, alors suivez ça de près avec nous. Pour ça, évidemment, suivez nos vidéos et n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous envoie les nouvelles informations en direct live et c'est un gros travail de veille. Personnellement, je l'utilise énormément, ça fait gagner un temps fou. Évidemment, je vous mets le lien en description, alors allez jeter un œil. Likez et partagez la vidéo, ça nous aide aussi beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et si vous pensez qu'Ethereum va finalement se réveiller. Pareil, si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas, je lis attentivement tous vos commentaires. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!